Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Comme à mon habitude, je suis accompagné par Louis Le Guenec et par Marin, qui est Dr Squat, qui est le projet. Et comme vous pouvez le voir à la caméra, le projet il va prendre un peu de retard. Les travaux prennent du retard, c'est comme toujours comme ça quand il y a des travaux. Comment ça va? C'est toi, oui, c'est toi que je regarde. Opéré ce soir. Oh non, opération à 15h. Il faut que tu mettes les gens un peu au parfum, il n'y a peut-être pas tout le monde qui est au courant. Je me suis arraché, en vrai j'ai le seum d'expliquer. Non, j'ai paré quelqu'un, on s'est mal compris. Et en fait, la barre elle est tombée en gros dans mes mains. J'ai pas eu le temps d'enlever les mains. T'as parlé quelqu'un en quoi? En squat? En squat, ouais. Et en gros, la barre est tombée dans mes mains alors que je pensais que la personne elle la gardait sur le dos. Et en fait, au moment où elle est tombée, j'ai essayé d'enlever les mains. Et sauf qu'en fait, j'avais déjà un peu de tension dans le biceps. Donc, si tu as un minimum de tension, quand tu passes de 0 à 130 sur le poids dans la main, bah, ça pète. Et tu veux pas dire le nom ni la charge? Au moins la charge? 130 kilos. 130 kilos. Ouais. Moi, c'est vrai que je dis le nom parce qu'il y a des personnes qui vont penser que la personne a fait exprès ou autre, ou d'autres qui vont. En fait, les gens se permettent de juger. Un accident, c'est toujours un accident bête, tu vois. Et je sais pertinemment que la personne ne l'a pas fait de manière intentionnelle. Donc, c'est ce qui compte. Ce serait vraiment un sacré coup de pute. Mais donc, non, rupture du chef-long du biceps. Donc, c'est rupture totale. Du coup, il est remonté à l'épaule. Voilà, il est remonté, comme dans les vidéos qu'on voit. Mais tu l'as vu remonter? Parce que sur la vidéo, on voit un peu sur la vidéo. Moi, je l'ai vu et je l'ai sorti. Quand je l'ai regardé, en fait, il était en haut. Et en fait, dès que tu fais une supination, là, tu sens que ton biceps il remonte un petit peu. Moi, si je fais une supination, il remonte. J'ai une deuxième épaule, quoi. Il était au deltoïde antérieur, quoi. Voilà. Double deltoïde antérieur. Il a fait un gros deltoïde antérieur. Donc, du coup, hosto. À l'hosto, elle n'a pas fait d'imagerie. Elle m'a dit, il n'y a pas besoin. J'ai dit, pourquoi il n'y a pas besoin? Elle me dit, parce qu'au toucher, il n'y a rien. Donc, il n'y a plus de tendons. Et là, j'ai fait les imageries. C'était avant-hier. Et effectivement, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de tendons, c'est remonté très haut. Et donc, du coup, pour ceux qui veulent avoir l'info, je fais une opération. Donc, c'est réinsertion des tendons avec double ancrage. Donc, c'est des petites ailettes, en gros, qu'on te met dans l'os. Et on te passe également un fil donc dans chacune des ailettes qui passe dans l'os. Et après, on te remonte dans le tendon, en gros, des fils avec des nœuds de Charcot. Et puis, que ce soit plus solide. Et donc, après tout ce qui est réhab, je suis suivi par quand même des mecs qui touchent un peu. T'as Pierre Duchesne, là. Avec qui on fera peut-être un podcast un jour. Ouais. Il y a Clément, il y a Clément, il y a BDR, il y a pas mal de kinés à la salle qui sont aussi amis. Donc qui vont m'aider. Donc normalement, j'espère revenir sans trop de séquelles, quoi, même si c'est toujours un peu stressant quand c'est ton taf, tu vois. Donc, pour moi, c'est ce que je t'ai dit quand ça t'est arrivé. Je dis à la limite, la pratique sportive, je dis pas que c'est pas important, parce que c'est quand même, ça a une part importante dans nos vies. Mais bon, tu vas revenir. Par contre, pour le travail, c'est vrai que c'est un réel frein. Enfin, en tout cas, heureusement pour la que tu création de t'appelles pas. contenu, pour plein de choses, même pour toi, pour donner cours, etc. Oui, c'est tu donner peux pas des montrer séminaires, pareil. voilà, ça a quand même un impact. Là, je fais Et un c'est séminaire pour à ça que Lyon. je Là, le mec de Lyon m'a demandé si je venais toujours. Je lui dis, je dis oui. Il n'y aura pas de démo. J'ai posé la question, je lui ai dit, est-ce que j'ai les cheveux bleus? Parce que je sais qu'on a fait un podcast où je parlais de ça, qu'on sortira pas, donc je refais. Et il m'a dit, non. Pour le coup, c'est une bonne punch, là. Donc je lui ai dit, est-ce que j'ai les cheveux bleus? Il m'a dit, non, je sais pas, donc oui, je viens, quoi. Mais non, j'ai trouvé des astuces. Donc après, c'est la partie du séminaire qui sera juste un petit peu différemment amenée, quoi. Mais après, si tu expliques bien, ça remplace aussi des démos. Hein. Donc, Et désolé, je parle de ça, mais est-ce qu'il n'y a pas eu, tu penses, alors après, je sais qu'on peut dire que ça sert à rien d'en parler maintenant que c'est fait, mais est-ce que tu penses que le fait que t'as eu un passé beaucoup axé bodybuilding, renfo, et que d'un seul coup t'aies fait beaucoup d'haltéro, ça a un peu fragilisé, ou alors tout non, simplement, t'aurais pu être peu importe, pas du tout. ça aurait En pu fait, en fait, peu importe la personne, le problème c'est qu'à partir du moment, à partir du moment à partir du moment où tu mets en tension un tout petit peu ton biceps, surtout si c'était sur une fin d'extension, c'est ça en fait qui est dangereux. Quand tu es ici, sur un point de force, si tu prends quelque chose de très lourd, au moment où tu vas avoir la tension dans le poignet, tu vas tenir et après tu vas lâcher. Là, c'est très rare que ça pète. C'est quasiment sur la fin. Tous les mecs qui se le pètent sur des curls pupitres, etc., ou deadlift, c'est quand tu veux, c'est quasiment. C'est pas qu'au niveau tendineux, hein, les croisés, c'est pareil. C'est vrai qu'on pourrait avoir la réflexion de se dire, en tout cas moi c'est ce que j'aurais eu comme réflexe, de me dire si tu la chopes comme ça a plus de chances de péter que si tu la prends comme ça. Non, c'est vraiment ouais. Quand le muscle est étiré, exactement. C'est là où il y a le plus de tension. Et en fait, j'avais pas trop de comment dire, peu importe. En fait, tu passes de 0 à 130 kilos sur quasiment une main, ça pète, tu vois. C'est obligé que ça pète.
Je vais te poser cette question-là parce que, parce que c'est une question que moi je me suis posée et je me suis dit, il y a peut-être aussi des gens qui te suivent et qui ont vu que tu t'es mis à l'haltéro récemment, que tu as fait ça de manière Non, au assidue. contraire, à la limite, ça m'aurait aidé, le fait de faire de l'haltéro, à moins me blesser à ce niveau-là, parce que tu deviens plus mobile, justement. Tu vois les vidéos où le pupitre, quand les mecs se pètent, c'est souvent, ils arrivent en bas, et c'est quand ils sont en bas qu'ils essaient de repartir que c'est là que ça lâche. Ah, puis là, moi, tu nous as envoyé une vidéo d'un mec qui se fait les 2 bras en même temps. Sur un pupitre. Quand tu fais les 2 bras en même temps, c'est... Franchement, mais ta vie, c'est trop de la merde pendant un moment. Je pense, tu fais comment, en vrai? Parce que t'es comme ça. Comme un mec qui franchement, là, pour le coup, là, t'es alité, quoi, littéralement. Tu peux rien faire. Déjà, moi, je vois, là, tu vois, quand on a installé le matos, tu vas l'ouvrir la housse de l'appareil photo. Donc, c'est un peu galère, mais après, c'est... Bon, heureusement, c'est ta gauche, t'es droitier. Ouais. C'est quand même cool. Essayer de trouver le positif dans ce voilà. Non, mais après, après tout ce qui est réhab, c'est 3 semaines. Après, il y a différents protocoles. Là, il y a Pierre qui m'en a envoyé un ce matin qui est assez sympa. Mais en gros, c'est 3 semaines plus ou moins strictes selon en gros les protocoles que tu vas faire. Mais grosso modo, tu as 6 semaines d'attel avec plus ou moins de sevrage d'attel rapidement. Et puis après, c'est que de la réduc, donc remuscler l'articulation de l'épaule, parce que j'ai pas mal perdre au niveau de la coiffe des rotateurs. Je ferai sûrement une vidéo YouTube, je pense, sur l'intérêt du crosstalk. Donc c'est le truc que je vous ai déjà parlé. Louis, je pense que tu savais déjà, mais je sais pas si je pense pas que tu m'en aies parlé. Bosser l'autre côté. Bosser l'autre côté. Ah, on en a parlé avec Louis. Il m'a dit que ça a une grosse incidence sur le fait de ne pas perdre le côté opposé. J'ai trouvé ça pour le moins surprenant. Ouais, non, mais tu peux expliquer un petit peu? En gros, il y a quelqu'un qui a marché sur un lien, je crois. Ouais. En gros, quand tu as une partie du corps qui est immobilisée, si tu muscles et que tu continues d'entraîner le côté opposé, tu as une stimulation par exemple, neuromusculaire qui se fait toujours sur le côté qui est immobilisé. Donc en gros, ça t'évite d'avoir une perte maximale de masse musculaire. Donc c'est un facteur un peu limitant dans la je pense que c'est la question que tout le monde se pose quand tu as une blessure de manière unilatérale, de te dire est-ce que je vais pas me faire devenir Rafael Nadal quoi, si je bosse qu'un seul côté. Parce qu'en plus, il y a pas mal de gens qui me disent oui, mais si tu fais ça, tu vas avoir un déséquilibre. Donc, dans tous les cas, dans tous les cas, il y a un déséquilibre. Il y a déjà un déséquilibre, même sans se péter d'ailleurs sur une rupture du tendon. Et puis à partir du moment où tu es immobilisé, tu auras un déséquilibre quoi qu'il arrive. Mais en plus, pareil, outre le fait de stimuler le côté qui est un peu amorphe quand tu es immobilisé, c'est aussi sur le retour après, quand tu récupères, si tu as un côté qui est, on va dire, très très haut en termes de musculature et de force, le côté qui va commencer à rebosser va se recalquer plus facilement dessus. Ok. C'est-à-dire qu'en gros, à la place de progresser sur un niveau naze, si le niveau il est élevé, si tu veux, ça te permettra de récupérer un peu plus vite. En gros, toutes ces choses-là, pareil, j'ai fait un post-hier sur le HMB avec l'aide de Louis, donc l'autre Louis, donc des compléments alimentaires qui la diète, les compléments, ce qui peut aider à revenir plus vite. La perte de masse musculaire, etc. Donc, après le sommeil aussi, même si ça va être un peu plus compliqué. De toute façon, ça, j'ai eu Pierre ce matin au téléphone. Il m'a dit tu peux prendre tous les compléments alimentaires que tu veux, faire tous les protocoles que tu veux. Le plus important, c'est dormir et la bouffe. Donc, en gros, si tu as un sommeil de merde et que tu manges mal, déjà, tu as 90% de ta cicatrisation qui n'est pas optimale. C'est ça le plus important, de toute façon, même dans les programmations. Tu as des mecs qui veulent progresser en haltéro, en force ou en gym ou en force dans tous les domaines. Être bien dans ta vie, dors. C'est sommeil et alimentation. Hein, parce que, non, mais tu as des mecs avec des... Louis, je pense qu'il va en parler si on fait une petite aparté sur la vidéo qu'il a fait sur les échauffements. Tu as pas mal de gadgets, etc., avec les pistolets de massage, tout ça. Les gens s'équipent énormément de plein de choses, mais en général, la base n'est pas du tout solide. Le mec se couche à 1h du matin tous les soirs, et ça fait pourquoi ils prennent pas de force. Et après, ça prend du tribulus sur internet pour stimuler ta testostérone, etc. Alors que déjà, si tu dors correctement, t'as un meilleur niveau qu'un mec qui dort 4 heures. Quoi. Et d'ailleurs, en parlant de sommeil, je sais pas si vous avez vu, depuis récemment, vous voyez ce que c'est les CPAP, CPAP? Non. Les masques à gaz pour ceux qui font de l'apnée du sommeil. Il y a beaucoup de mecs qui dorment avec ça parce que, comme tu dis, un mec qui dort mal, ça le plombe hormonalement. Ouais. Enfin, pas que hormonalement, mais ça le plombe surtout hormonalement. Et tu as beaucoup d'Américains qui dorment avec ça. Il y avait des études qui avaient prouvé que pour certains, le niveau de testo pouvait faire x3, voire x5, juste parce qu'ils dormaient tellement mal avant, à cause des ronflements et de l'apnée du sommeil, qu'ils avaient un niveau de testo qui était vraiment médiocre. Qui était pété, quoi. Et en fait, en réglant le sommeil grâce à ça permettait d'aider. Là, depuis pas longtemps, je sais pas comment ça fonctionne, j'en ai commandé un pour voir. Ils ont sorti des petits gadgets, des CPAP, mais portables, que tu te mets juste dans le nez, qui te permet justement d'avoir un apport en oxygène qui soit constant pendant la nuit, qui évite de ronfler.
et voir un petit peu C'est un comment peu ça comme, comme les patchs que tu avais là pour le nez. Quoi. Mais un peu comme les patchs, sauf que. Quoi. Mais c'est alimenté par quoi? Quand il arrive, je vais montrer. Mais t'as un truc en oxygène à côté? T'as une alimentation en Non, tu oxygène? verras, c'est juste normalement qui est censé avoir permettre l'ouverture vraiment des conduits. Ah, ok. Ouais. T'as pas comme sur les ça t'envoie pas de l'oxygène. T'as de l'oxygène qui est. Non, ça. Vu le prix, de toute façon, je pense pas que ça fonctionne aussi bien, mais bon, je vais tester, je ferai un petit retour. Ouais, dernière chose avant qu'on passe à l'autre sujet, est-ce que tu as un conseil à donner pour que ça n'arrive pas aux gens? Parce que bon, c'est quand même, tu as eu un accident, même si la personne n'a pas fait exprès d'envoyer la barre derrière, est-ce qu'il y a peut-être une manière dont on aurait pu éviter, je sais pas, ou en tout cas pour les gens, pour éviter que. Faut parer avec comment parer, je sais, ouais, voilà, non mais c'est truc à la con, donc voilà, on part pas comme ça, on part comme ça. Voilà. Non, non, mais voilà, petit détail, donc voilà, faites attention quand vous parez. Moi, je te le dis, je pars plus jamais. C'est-à-dire que même comme ça, c'est quelqu'un qui me demande à vie. Ah non, mais là, surtout que le fait de parer en haltéro, c'est pas utile pour quelqu'un qui rate sa rep, parce que normalement, on est tous capables de lâcher sa barre derrière ou devant en squat. Le fait de parer, c'est utilisé dans beaucoup de nations pour que les personnes aident la répétition pour pas qu'elle devienne trop dure, mais pour éviter d'être sur de l'échec. Ouais, c'est pas sur du maximal, c'est pas sur d'une rep max, c'est plus sur des reps où on sait que ça va être difficile, et pour éviter que ça devienne trop dur et que ça devienne du RPE 10, qu'on aide un petit peu. On soulage sûrement. Mais normalement, c'est très rare de parer quelqu'un sur un vrai RM en squat. Surtout que dans les salles de crossfit, on a la chance, on a la dalle, on a les bumpers, etc. Après, il faut apprendre aux gens à le faire quand même de manière safe au début. C'est pas bien compliqué. Hein. Non, mais tu lâches la barre et t'avances. Bon, c'est vache. Mais il faut reconnaître quand même que c'est quand même intimidant pour les débutants au début. On l'a tous eu en cours de dire si ça va pas, tu laisses la barre tomber devant et la personne elle est un peu interloquée en mode. Après, sûr, je vais pas me faire mal. Et puis surtout, le matos, c'est ce qu'il va encaisser. La logique veut d'essayer de s'habituer sur des charges légères, comme Toko il fait par exemple quand il y en a qui ont peur d'envoyer la barre derrière en haltéro. Il leur fait envoyer la barre derrière en haltéro avec quasiment pas de poids pour qu'ils s'habituent. En fait, ça c'est la base du truc, c'est être confortable dans la chute. Comme quand tu judo, en gym, tu t'entraînes à chuter aussi. C'est pour ça que tu apprends la roue, etc. Ce genre de choses. Hein. C'est sûr que faut avoir une position. Oui, enfin, c'est pas sorcier dans tous les cas. Hein. Tu le fais une fois, normalement, c'est bon. Ça ne demande pas un apprentissage technique de dropper une barre. Qu'est-ce que tu penses du déraquage quand tu es là et par devant en squat, en back squat? Quand t'as la barre là, tu sors, tu finis ta barre et tu la fais passer par-dessus. Ouais. Comment ça? Quand tu termines et que tu fais ton impulsion que tu la fais quand je finis mon squat et que j'ai c'est pour faire le malin. Ouais, voilà, par contre, celle-là, faites attention. Ah, c'est pas quand tu rates un squat, ça, normalement. C'est quand tu le réussis, et t'arrives en haut et tu la pousses et t'as même pas besoin de la pousser beaucoup, tu te dégages. C'est Gauthier qui ratait ses squats comme ça. En bas du squat, il commençait à passer, et après, si ça marchait pas, il partait en arrière. Là, c'est peut-être un peu plus dangereux. Ah ouais. Après, si quelqu'un part vraiment en dos et qu'il est à l'horizontale, ça devient un peu plus dur de se dégager sans te la mettre sur le coccyx, donc peut-être que c'est le seul moyen. Généralement, s'il part en dos, c'est que la barre elle est très très loin de sa nuque. Souvent. Oh non, tu peux partir en dos. Hein. Vico, il part en dos des fois, la barre elle est tout en haut. Hein. Non, mais il y en a, mais je veux dire, souvent ceux qui partent comme ça, la barre elle est au milieu du dos, donc pour arriver, le chemin qu'elle a à parcourir pour passer devant, il est long quand même. T'as des vidéos maintenant de mecs qui perdent leur barre au déraquage. C'est-à-dire que la barre est tellement basse. Et quand il déraque, il recule et la barre elle dégage derrière. Il y a un mec qui s'est fait le poignet là il y a pas longtemps. Ouais, à mon avis, en France. Plein. Mais c'est parce qu'il recule et vu que Panal s'est fait pénaliser il y a pas longtemps pour ça, avant d'avoir le signal squat, il faut qu'il soit redressé. C'est droit. Quasimodo, il sort la barre. Il se redresse comme ça à l'inspiration et une fois sur deux, maintenant, t'as les mecs qui lâchent la barre derrière. Parce que il s'est fait pénaliser. Parce qu'en gros, il a démarré. Tu n'as pas l'ordre squat, logiquement, si tu ne tiens pas droit avec la barre. Donc pour moi, quasi-totalité, ils sont dans une position comme ça, ils ne devraient pas l'avoir. Mais ils pénalisent que ceux pour qui c'est vraiment flagrant. Okay. Si tu commences comme ça, normalement, tu n'es pas censé avoir la. Oui, non, mais t'as pas l'ordre. Enfin, d'un point de vue mécanique, ça me paraît logique, mais après, voilà, il y a toujours les règles du sport. Oui, d'un point de vue mécanique, ça me paraît très logique d'avoir la barre sur la nuque aussi, mais pas sur la. Allez, avant de déraper, on va passer au prochain sujet. Alors, c'est un sujet, on en entend parler partout, absolument partout. Il y a quelques mois, encore l'année dernière, le sujet, c'était la crypto. On entendait parler sur toutes les chaînes, tous les youtubeurs. Et en ce moment, le sujet, c'est l'intelligence artificielle. Et je voulais vous en parler un petit peu, parce qu'il y a plein de métiers où les gens ont peur que ça les remplace. Et je voulais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous pensez que ça va nous remplacer ? Oui ou non? Est-ce que vous utilisez ces outils régulièrement ou pas? Je parle notamment de ChatGPT, mais peut-être d'autres outils. Et voilà, qu'est-ce que vous pensez que ça va avoir comme impact sur notre profession, sur notre milieu? Mais au niveau programmation ou autre, c'est sûr que ça va peut-être... ça se développe tellement vite que ça aura peut-être ça va prendre de l'ampleur et ce sera intéressant. Par contre, sur le métier de coaching, vu que c'est pas que de la programmation, il y a aussi tout le côté social et le fait d'être
d'être avec la personne. Je pense pas qu'on soit dans T'as les de la métiers qui correction soient visuelle. Donc ça Après, l'intelligence artificielle sera sans doute capable de corriger un mouvement si jamais ça ne respecte pas les. En mettant une vidéo, en insérant une vidéo, c'est possible. Mais c'est plus le côté social qu'on a en coaching avec le coach dans les box de CrossFit. Le fait. En fait, je pense pas qu'on soit impacté comme quelqu'un qui est développeur, comme ça quelqu'un fera pas qui forcément est des blagues assistant de marketing cul ou autre. pendant les coachings, quoi. Pour moi, alors je sais pas si vous avez testé, je sais pas si tu as testé Marin, toi, de lui demander à ChatGPT, par exemple, de te produire une programmation pour J'ai améliorer envie son de max. produire un tendon. Et... Voilà, si tu as demandé comment on fait. Non, je sais pas si tu l'as Non, testé. non. Louis, je sais qu'il a un peu testé, moi aussi j'ai testé. Toi, tu l'utilises pas mal, toi. Moi, j'utilise, mais pas pour, j'utilise pas pour la programmation. J'utilise pour Non, les non, pages mais- de vente ou dans le cadre du marketing, c'est pas mal, je trouve. Ou pour Mais- répondre aux mails. Pour répondre à mes mails aux impôts. Voilà, c'est les mails des impôts, je lui mets le Petite mail, anecdote, je lui mets le mail dedans. Ouais. Je lui dis réponds-moi. Ah ouais, si tu peux répondre. Petite anecdote, Robin répond au mail en laissant le share entre guillemets nom du client et le copie-colle comme Et ça. l'envoie. Ça m'est arrivé une fois, abuse-toi. Ça m'est arrivé une fois. Moi, je pense pas que ça va remplacer le rôle du programmateur de sitôt. Après, je me trompe certainement, hein, mais pour avoir testé, je trouve qu'on est très très loin quand même d'avoir quelque chose de qualitatif. C'est Ah, mais vraiment ça très bouge basique. Après, ça bouge vite. Ça c'est sorti il y a moins de 6 mois. Voilà, et surtout, encore une fois, je pense qu'il y a des disciplines qui vont être plus impactées que d'autres. Vous, la vôtre, étant donné qu'il y a plus de données et que c'est beaucoup plus, vous m'excuserez le mot, mais générique, Ouais. forcément, il va y avoir beaucoup plus rapidement quelque chose qui va venir coller. Moi, pour la gym, je pense que ça va prendre beaucoup de temps. Est-ce que le truc fait des blagues? Non, voilà. Voilà, c'est ça. Et par contre, pour moi, Moi, j'ai justement, sécurisé la profession avec ça. moi, j'ai discuté de ça avec Théo de Excuse My Friends. Il me disait, tu Ouais. devrais tester ChatGPT 4. Je lui ai demandé de faire un programme de Muscle Up. Ouais. C'est assez hallucinant. Tu devrais voir. Franchement, ça va tous nous remplacer. Et moi, ce que je lui ai répondu, c'est que j'y crois pas du tout parce qu'en fait, nous, ce qu'on vend, c'est pas ça. Nous, ce qu'on vend, c'est un lien social. Et les gens, ils n'achètent pas la programmation parce que c'est la plus performante. Ils achètent la programmation parce que c'est Dr. Squat qui l'a fait. Et il y a tout un univers qui est associé à ça. C'est la plus performante. Oui, elle peut être performante, mais Aussi. je veux dire, ce que je veux dire, c'est que si demain tu leur dis, l'intelligence artificielle, tu peux te faire un truc un peu mieux, ils vont dire, mais moi je m'en fous, ce que je veux, Et- c'est à une programmation qui colle à l'univers de Dr. Squat, parce que qu'après, j'adhère au personnage, j'adhère à ce qu'il fait, je partage les mêmes valeurs que ce mec-là. Ce qu'il y a dans le marketing avec Voilà. comme Nutella, c'est un exemple à la con, mais le truc le plus commun, c'est Nutella. C'est-à-dire que si tu veux, quand tu as une image de marque, alors je dis pas qu'on est la même chose, hein, mais ça me montre bien que des fois, il y a des produits comme le Nutella qui sont plus sains, qui sont meilleurs, etc. Et en fait, les gosses, ils veulent pas la pâte à tartiner avec les noisettes Oui, bio, tout ils le s'en monde foutent, ils veulent le Nutella. Quoi. personne veut un t-shirt Nike, ils veulent le t-shirt Ouais. Nike. Alors que si c'est le même textile ou Donc, autre, c'est juste la marque. c'est D'ailleurs, l'image de marque qui ils ont fait différencie. ils ont fait des dégustations à l'aveugle entre Pepsi et Coca. Pepsi ressortait très souvent au-dessus, en étant considéré comme étant meilleur. Et quand ils refaisaient la même déguste aux gens, aux mêmes personnes, en leur demandant de déguster, ils trouvaient que Coca était meilleur. Ça montre à quel point le branding, etc., la perception que tu as des choses peut littéralement altérer Mais le. je te dis un truc goût. encore plus fort. Tous les ans, il y a une dégustation à l'aveugle de whisky pour élire les meilleurs whisky au monde. Et donc, les mecs, si tu veux, sont hyper calés, etc. Et le whisky qui a gagné, c'est un whisky qui est vendu chez Lidl à 12 balles. Voilà. Devant des whiskies, à mon avis, qui doivent être à 1000 balles la bouteille, tu vois. Whisky à 12 balles chez Lidl. Et donc, il a eu un label, etc. Mais genre, c'est vraiment le whisky qui a été élu meilleur whisky de l'année, quoi. Ah, c'est ouf. Je suis pas sûr que s'ils avaient vu la bouteille Lidl, ils auraient voté pour lui. Oui, c'est comme Ouais. on en avait parlé, parce que c'est On va bien, hein. Ouais, ça a l'air J'aime pas le rouge. comme on avait vu aussi, c'est dans le livre d'Alex Hormozy où il parle de l'expérience avec les 3 types de vins. Ils font déguster à des gens 3 types de vinasse. Tu as un vin premier prix, un vin intermédiaire et un vin grand cru. Et en fait, il s'avère que c'est le même vin à chaque fois, sauf que les gens ont littéralement une expérience différente. Et quand on leur dit que c'est un grand cru, ils le trouvent bien meilleur, etc. Et ce qui montre aussi, c'est que ça Ah oui, tu es très très bon. Et non, et surtout qu'en fait, au-delà de ça, c'est pas juste de la posture, c'est-à-dire que la perception que tu as change littéralement le goût. C'est-à-dire que dans ton cerveau, ça se passe vraiment différemment. Le fait que on te dise que c'est cher. Mais t'as plein de trucs comme ça, t'as des restos qui font. Je sais pas si sur Bordeaux, t'as un restaurant qui fait que des desserts, où c'est que sur des plats salés en visuel. Ok. C'est-à-dire qu'en gros, ton dessert, c'est trompe-l'œil. c'est que des trompe-l'œil. Et il paraît que c'est hyper troublant, ou même que si tu vas dans des restos où tu manges à l'aveugle, des trucs comme ça, t'as plein de trucs comme ça. Donc, comme quoi, le
le marketing, c'est pas que le produit en lui-même, c'est aussi tout ce qu'il y a autour. Ouais. Et donc voilà, moi je suis pas convaincu que pareil que l'intelligence artificielle elle va pouvoir être en mesure de remplacer tout l'aspect communautaire qu'a Louis sur ses programmations parce que c'est pareil, les gens ils veulent suivre la programmation de Louis. Bon, déjà parce qu'il y a une preuve sociale, ça se voit que ça marche parce qu'il y a des dizaines et des dizaines, voire même maintenant des centaines d'athlètes qui la font. Ça et existe qui déjà, hein, les programmations intelligence artificielle depuis un petit moment où tu rentres tes performances. L'algorithme se rend compte que tu n'es pas assez fort, par exemple, en tirage par rapport au squat, donc il va te préconiser plus de tirage par rapport au squat. Il Mais voit que comme ton power GoWood. snatch est hyper élevé par rapport à ton squat snatch, donc tu n'as pas de power snatch, pas de muscle snatch dans la programmation, tu n'as que du snatch balance, de l'arraché des hanches, des trucs qui vont bosser ta chute. Mais ça reste que les grandes lignes pour l'instant. Peut-être que ça va s'améliorer, mais pour l'instant, c'est pas assez pertinent pour vraiment bien fonctionner. C'est récent, c'est surtout. Et puis, on l'a déjà dit, la programmation, c'est pas qu'une science, c'est pas une science dure, donc il faut adapter en fonction de comment l'athlète répond à un stimulus ou autre. Et je pense que c'est compliqué, même pour un algorithme, de faire ça, de se rendre compte qu'un athlète, il n'a pas forcément la capacité d'encaisser un gros volume. Une période où il reprend le travail alors qu'il travaillait pas avant, on va être obligé d'adapter la programmation. En fonction du stress qu'il a dans sa vie quotidienne. Il y a beaucoup de paramètres et je pense que l'IA n'est pas encore capable de tout prendre en compte. Il y a un marketeur que j'aime beaucoup qui s'appelle Tugan Barra, que je suis depuis quelques semaines, voire 1 ou 2 mois. Et lui, son postulat sur l'IA, c'est qu'en gros, si vous voulez être bien sur le marché du travail dans les années qui vont venir, il faudra soit être un tech, être capable de produire de l'IA ou en tout cas graviter dans cette sphère-là. Ou alors, il faudra être dans le service à la personne. Et il pense d'ailleurs que le service à la personne, ça va être beaucoup plus valorisé qu'avant. Par exemple, infirmière, qui était un job malheureusement qui n'est pas spécialement valorisé alors que c'est hyper utile. Maintenant, ça va remplacer tous les jobs assistant web, assistant marketing, etc. Programmeur, on a plein en gros de jobs qui étaient un peu plus valorisés qui vont sauter. Tu as eu le boom des écoles de commerce avec tous ces métiers qui étaient mis en avant, avec chef de projet web, chef assistant, chef marketing et compagnie. Et même déjà aujourd'hui, tous les métiers, par exemple, dans l'artisanat, les plaquistes, les plombiers, les carreleurs, les mecs qui gagnent plus d'argent. Et apparemment, même les avocats, etc. Les avocats, apparemment, ils vont prendre cher. Il y en a qui pensent qu'ils vont prendre cher parce que, par exemple, tu veux rédiger un contrat. Avant, il fallait que tu vois un avocat, etc. Alors après, ils vont peut-être avoir... Après, ça dépend des différents types d'avocats. Tu as les avocats type FUSAC qui font que justement du contrat de fusion-acquisition pour les rachats de sociétés, où là, je pense que là, il y a un risque. Après, tu as les avocats, etc., au barreau qui sont là pour dire qu'il ne faut pas... On a eu l'exemple de l'oncle de Robin qui aurait dû dépenser, J'allais en parler, ouais. C'était des dizaines de milliers d'euros normalement pour juste la rédaction des contrats. En gros, moi j'ai un de mes oncles qui est directeur Orange Maroc. Alors je me rappelle pas exactement. Je crois que il devait en gros écrire énormément de contrats parce qu'il y avait un rachat d'entreprise. Oui, mais les FUSAC, c'est les trucs qui coûtent les plus cher, c'est les avocats. En gros, il devait faire appel à un cabinet un consulting, etc. Et en fait, il a fait avec ChatGPT, il a gagné un temps monstre. Oui, mais ça m'étonne pas. Il a surtout gagné plus de 70% du coup que ça aurait dû lui coûter au départ, donc des dizaines de milliers d'euros qui ont été économisés là-dessus. Et pour revenir à ce que disait Tugan, donc il y a le service à la personne, la tech, et enfin le dernier, c'est les gens qui ont créé une communauté. Il dit qu'en fait le lien social va prendre énormément d'importance parce que justement tout sera plus accessible. Il parle des influenceurs. Donc ce qui aura de la valeur, c'est le lien que tu auras tissé avec quelqu'un dans la vraie vie ou à travers justement les réseaux sociaux. Et quand j'ai entendu ça, alors c'est pour ça que je le dis parce que ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit a priori c'est bon, je suis placé sur 2 trucs, on est placé sur le service à la personne. Non mais c'est vrai, oui. Ça m'a fait plaisir. Donc c'est pour ça aussi que j'ai tendance à y croire parce que j'ai envie d'y croire en tout cas que ça va se passer comme ça quoi. Ok, et vous l'utilisez ou pas? Moi non. Non. Comme tu as dit, j'utilise pour l'administratif. Par exemple, faire une demande de titre de séjour ou alors réclamer mon porte-monnaie que j'ai oublié à Venise. Là, je vais faire un truc avec ChatGPT, comme ça, j'ai pas à me prendre la tête. Moi, j'ai essayé de l'utiliser, mais il y a des trucs qui sont interdits. Donc, toi, il te bloque. Ouais. Mais en vrai, hein, j'ai essayé des trucs avec Clément, etc. l'autre fois. La Pedagne. Ah ouais, je me demande, il est un peu Clément la Pedagne, je me demande sur quel thème ça devait. Il est un peu woke, ChatGPT. Voilà, en fait, c'est dès qu'il y a de la violence ou des trucs un peu hard ou quoi, le truc qui dit non. D'ailleurs, en parlant de ça, je l'ai testé ce matin. Je suis en train de rédiger toutes mes pages de vente pour mes nouvelles programmations. Et je lui ai demandé est-ce que tu peux me faire une page de vente. À chaque fois, j'écris ma version et puis je lui en demande une. Et comme ça, moi, j'essaie un peu de m'inspirer. Des fois, je reprends une phrase, des fois, je reprends un paragraphe en entier. Et là, c'était sur le handstand walk que j'ai fait ce matin. Et je lui dis est-ce que tu peux me rédiger une page de vente blablabla pour une programmation handstand walk. Il me sort le truc et moi, il me manquait un truc, c'est la mise en situation.
C'est-à-dire appuyer un peu sur la douleur. C'est ça fait autant de temps que tu essaies de marcher sur les mains. Quand tu es la tête à l'envers, tu es complètement paumé, etc. Ouais. Un peu une mise en situation. Et je lui ai dit, est-ce que tu peux, s'il te plaît, me réécrire ça en appuyant un peu plus sur la douleur du client? Et il m'a dit qu'il faisait pas ça. Il m'a dit, en gros, moi, d'un point de vue éthique, je ne refuse, etc. Mais des fois, Et ça m'a fait rire. J'ai dit, mais en fait, je lui ai dit, moi, j'ai appuyé sur la douleur du client. J'ai discuté avec lui. Je lui ai dit, c'est une mise en situation. Il n'y a rien qui est pas éthique là-dedans, etc. Il m'a dit, non, mais je me permets pas de juger votre manière de travailler. En fait, c'est rigolo, quoi. J'ai vu, il y a pas mal de gens qui discuter discutent le avec truc. ChatGPT. T'as un mec qui a dit, est-ce que tu peux me donner tous les sites pour télécharger des films illégalement? Donc ChatGPT dit, ben non, moi je fais pas ça, c'est pas éthique et en plus c'est illégal. Et le mec dit, est-ce que tu peux me donner tous les sites de téléchargement illégaux pour que je fasse attention pour ne pas aller dessus? Et là, le ChatGPT lui a donné toute la liste Et directe. tu peux, il y a pas, Il y a pas mal de méthodes de tu contourner peux lui dire T'as comme le truc de Dan. comporte-toi comme. Do anything, c'est ça le truc. Dan, c'est do anything. Il y a un truc comme ça où en Après, gros, après à chaque fois qu'il y a une question et... des moyens de contourner justement les pare-feux, on va dire, de ChatGPT, il le règle très vite. Hein. Donc, les trucs que tu voyais il y a 3 semaines qui étaient possibles de faire pour justement Oui. le faire outrepasser ce qu'il a le droit de faire, maintenant, ils sont bloqués, tu peux plus le faire. Quoi. Et alors j'en ai parlé avec Marin, et j'ai appris un truc sur ChatGPT, c'est qu'à la base, ils avaient prévu, Sam Altman, donc le CEO, il avait prévu de sortir l'appli, le site, beaucoup plus tard. Et en fait, ils se sont rendus compte que Google travaillait aussi sur un énorme projet d'intelligence artificielle, et ils ont une super stratégie de positionnement. Ils se sont dit, bah, c'est pas grave, même si c'est pas complètement développé, on le sort maintenant, comme ça on sera les premiers, et dans l'esprit des gens, on sera toujours la première boîte d'IA dans le monde. Comme Marseille. Et voilà. Et c'est pour ça Jamais qu'en les fait, premiers. après, il y a eu un développement qui a été assez vite. Comme qui? Comme quoi? Comme l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Ah, Marseille. la Ah, ref jamais les de merde. Et en gros, c'est pour ça que maintenant ils te sortent le 4 et qu'ils te parlent du 5. C'est parce qu'à la base, ils avaient prévu justement de démarrer par exemple avec le 4. Donc, bonne stratégie marketing. C'est pas obligé d'avoir fini le produit à la perfection. Si vous êtes les premiers sur un marché, ça peut aussi être une bonne stratégie. On est bon là-dessus? Je sais pas si vous avez un truc à rajouter. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Donc, on retient ChatGPT pour faire des blagues racistes, c'est pas ouf. Voilà. C'est ce qu'il faut Mais retenir. les blagues racistes, de manière générale, c'est pas ouf. C'est marrant quand même. C'est des blagues. Non, c'est... Ok, alors on va faire notre petit retour. C'est Louis qui était la semaine dernière au championnat d'Europe d'haltéro en Arménie. À Erevan, ouais. À en Arménie. Erevan. C'est quoi la T'as bien capitale dit, t'as bien dit Arménie parce c'est que je sais Erevan. que t'as failli dire Albanie. J'ai failli dire Albanie, mais le problème c'est qu'Albanie. Vous voyez où c'est l'Arménie ou pas? Non, je suis très mauvais en géographie. Vous voyez où est très la Géorgie? sincèrement. Oui. Oui. T'as le Daghestan, t'as le Caucase, le Grand Caucase qui est juste au sud, qui marque la frontière entre la Russie et la Géorgie. J'ai mon ordi. Au sud de la Géorgie, t'as l'Arménie. Donc, Capitale de la Géorgie, c'est Tbilissi. Capitale de l'Arménie. Erevan ou Yerevan, ils disent ça. À côté, t'as l'Azerbaïdjan, Capitale de l'Albanie. Tirana, Et de l'Azerbaïdjan. Bakou. Chaud l'enfer. T'as l'Azerbaïdjan d'un côté, la Turquie de l'autre. Donc l'Arménie en plus est en guerre en quelque sorte avec les deux pays. Donc particularité qu'il y a eu, c'est que les Azéris, qui normalement participaient au championnat d'Europe, ne les ont pas fait parce que lors de la cérémonie d'ouverture, t'as un type du public arménien qui est allé sur le plateau, qui a prit le drapeau et qui l'a cramé, le drapeau azéri, donc ils sont rentrés chez eux. Ok. Ceux qui se posent la Bonne question, ambiance. ceux qui se posent la question sur pourquoi la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan sont au championnat d'Europe, c'est simplement un découpage de l'IWF, la Fédération internationale, qui Oui, les a mis en Europe. Je pense que c'est parce que sinon la zone Asie a trop de, Ok. il y a trop de monde. Et donc, ouais, quand on dit championnat d'Europe, c'est Europe de l'Est et Europe de l'Ouest. C'est pas divisé. Non, t'as toute l'Europe et t'as Israël, D'accord. Azerbaïdjan, Arménie, Ah ouais, d'accord. Turquie, et ces 4 pays-là, et Géorgie, où est-ce que c'est vraiment l'Europe? Ouais. Parce que Et normalement, Est-ce que c'est parce que historiquement. Normalement, on marque la frontière de l'Europe Ouais. par le Caucase. Donc, justement, ce qui est au sud, c'est déjà l'Asie centrale, c'est plus l'Europe. Et donc, vas-y, parle-nous-en un petit peu de ton expérience, parce que je sais que, alors Louis, je pense que si vous nous suivez depuis quelques semaines, quelques mois ou quelques années, vous savez que c'est un gros geek de l'haltéro. Et là, moi, j'étais content pour lui et tous les mecs de Porti, parce que je me suis dit, là, c'est comme si, tu vois, le mec, il est à fond dans le jeu vidéo et il va à l'E3, quoi. C'est genre en mode, c'est genre le kiff absolu. Je pense que vous avez dû vous extasier devant des mecs qui devaient débarquer que personne connaît, c'est une espèce de gros Avec Alien des Show. Et dire, gaines, putain, c'est l'entraîneur de l'Azerbaïdjan, je sais pas quoi. avec des grosses polaires, tu sais, avec un gros bide et une grosse polaire. Et des Donc, grosses baskets. raconte-nous un petit peu ce que tu en as pensé de manière générale, et après on va essayer de rentrer dans le détail avec ce que tu vas nous. Alors, comme vous vous en doutez, aller en Arménie, c'est un peu compliqué. C'était le seul point négatif du trajet, vu que c'est pas une destination qui est hyper touristique. C'était après combien de temps? Ça a dû nous prendre 24 heures à l'aller, 26 au retour. Un truc Ouais, après, comme ça. t'avais 15 heures d'escale à Rome, ça va, sympa. Ouais, on a pu s'arrêter un peu. Mais t'es obligé de passer par des escales, justement. On a eu 2 escales au retour, 3 avions. Donc, c'est le seul point négatif.
Là-bas, en gros, ces pays-là, chaque fois qu'ils organisent des événements de ce type-là, ça permet de faire vivre un petit peu au niveau local. Tu as des hôtels qui mettent des chambres pour tout le monde, ça fait venir, c'est touristique pour pas mal de personnes, donc très souvent, l'organisation est faite dans des pays comme ça. L'Ouzbékistan, par exemple, où personne ne va, fait souvent des compétitions, et c'est bien organisé. Nous, toutes les personnes qu'on a vues côté médias, donc ATG, All Thing Gym, ou Grip, ou Eating House, tous ces mecs-là, nous ont dit que c'était One Kilo. C'était la plus belle compétition qu'ils avaient fait depuis le Covid, et ils comparaient juste avec Batumi 2019 en Géorgie, qui était à peu près du même type. Et eux, ils couvrent absolument toutes les compétitions, toutes les grosses compétitions internationales, ils sont présents. Ouais, quasiment toutes. Les Américains, donc ou Grip, One Kilo, ils vont pas d'Américains. Ils ont des références quand même. Après, ça commence à être des grosses boîtes pour certains, ou Grip par exemple. Donc si jamais ils vont pas sur des compétitions comme les Asianes, ils envoient quelqu'un dessus pour la couvrir. Ouais, ça avait de la gueule, hein. Le plateau, le décor, etc. Même les plateaux de chauffe, nous, quand on regardait sur. Ah, mais tout de A à Z, les hôtels qui étaient. de la tronche, hein. Les hôtels qui étaient proposés aux athlètes étaient top. Le training hall, donc c'est la salle d'entraînement, pas la salle d'échauffement. La salle d'entraînement, nous on avait l'hôtel juste à côté à 200 mètres, donc on était super bien. Il était magnifique. Et après, tout le lieu de compétition où tu as la zone échauffement et la zone compète, c'était un grand stade qui était énorme. Avec vue sur le mont Ararat. Et mont Ararat, c'est la plus grande montagne du monde par rapport à la plaine qu'il y a sur Plomb. C'est-à-dire que l'Everest, il a 8000, mais la plaine autour, c'est hyper haut. Le Ararat, c'est 2 sommets en plus, donc c'est hyper connu en Arménie. Je sais pas si c'est en Turquie ou en Arménie, parce que c'est à la frontière. Donc les Turcs doivent dire que c'est chez eux, les Arméniens chez eux. Oui, c'est classique. Mais vous vous doutez bien que la montagne... Le Mont Saint-Michel avec les Bretons. La montagne est impressionnante parce qu'il y a une plaine très basse et à côté un espèce de truc. Un pic, ouais. C'est la montagne de Sauron. Et alors, je sais que tu t'es toujours beaucoup documenté, tu t'es toujours intéressé un peu à tout ce qui se passait dans le cadre d'une compétition, c'est-à-dire comment l'athlète s'échauffe, comment il se prépare la semaine dans le training hall, etc. Quel lift il va faire, est-ce qu'il va monter en squat ou pas. Est-ce que le fait de l'avoir vu en vrai, tu as pu constater d'autres choses, remarquer d'autres choses qui peut-être étaient en contradiction avec ce que tu avais pu voir avant, ou alors on a vu complètement des nouvelles choses, j'en sais rien. On a vu, au niveau entraînement, on a vu vraiment que c'était différent en fonction des nations, justement. Okay. Par exemple, Redon est monté à 160 à l'arraché, ça devait être 4-5 jours avant son plateau. Et il y a d'autres nations, les dernières barres lourdes, on les a pas vues parce qu'on arrivait trop tard et c'était 8 jours avant le plateau, par exemple. Et après, tu as le Bulgare qui est monté à plus de 80% la veille de sa compétition, moins de 24 heures avant. Donc ça dépend vraiment des nationalités. Oui, et je suppose aussi des antécédents de prog qui font aussi, parce que tu réagis pas forcément. Oui, parce que c'est un peu compliqué de voir ce qui se passe une semaine avant si tu sais pas ce qui s'est passé. Oui, tu vois juste l'après-compète, mais tu vois que l'après-compète, il n'y a pas qu'une recette miracle, ils bossent tous un petit peu différemment. Il y en a qu'on n'a pas vu monter du tout. Et en comparaison avec toi, ce que tu fais avec tes athlètes, tu peux un peu nous expliquer ? Moi, sur les pré-compétitions, souvent lundi, mardi, si la compète est le samedi, lundi et mardi, on monte sur les barres de départ. Donc, par exemple, le lundi, barre de départ à l'arraché, mardi, barre de départ à l'épaule jeté, mercredi, plutôt léger, et après, jeudi, vendredi. Donc un peu comme Redon, au final, qui a fait son 160 quelques jours avant. Ouais, un petit peu comme Redon a pu faire. Après, Redon, ceux qui se posent la question de pourquoi ça aurait pu rater, Redon, il était très fatigué par la prépa. Donc, les 2 semaines qui ont précédé, parce qu'il s'est entraîné quasiment tous les jours. Il a fait du bi-quotidien, et il n'était plus du tout habitué depuis 4-5 ans à faire ça, parce que quand il s'entraînait ici, même quand il s'entraînait beaucoup, c'était 5 séances par semaine. Et quand c'est moi qui lui écrivais la prog, c'est sur les 5 séances par semaine, il n'y en avait que 3 de vraies séances lourdes, 2 séances petite intensité. Et là, il est retourné en équipe de France où c'était du bi-quotidien. Et à 33 ans, son profil où son point fort n'est pas la force. Il m'a dit qu'il était déjà malade même avant de débarquer. Il était malade, donc en fait, il arrivait complètement en routine. On arrivait le mardi, il avait la compète le vendredi. Et quand on arrivait le mardi, il nous a dit « je suis crevé ». Et en fait, le mercredi, je lui ai dit « t'as récupéré ?» Non, je suis crevé. Jeudi, pareil. Et vendredi, le jour J, il était crevé. Surtout que moi, ce que j'ai pu constater avec des athlètes comme ça, c'est qu'en fait, le surentraînement pour quelqu'un qui est débutant, étant donné l'intensité, tu récupères plus vite que quelqu'un qui est en surentraînement et qui se met des barres comme ça sur la tronche. Ça peut littéralement durer 2-3 semaines. Ensuite, pour ceux qui se posent la question de pourquoi il a ouvert à 161 alors qu'il était fatigué justement, et en fait, il était obligé d'ouvrir à 161. Quand on fait une compétition comme ça, on doit annoncer un total d'ouverture qui permet de classer les personnes plateau A, plateau B. Et lui, le total d'ouverture qu'il a annoncé, c'était 365, je crois. Okay. Et quand on annonce un total d'ouverture, on est obligé d'ouvrir à plus ou moins 20 kilos par rapport à ce total-là. Ça veut dire qu'il n'avait pas le droit d'ouvrir à moins de 345 kilos. Donc s'il faisait que 160
à l'arraché, qui validait 160, il était obligé d'ouvrir à 185 à l'épaulé jeté. Oui. Donc s'il descendait et qu'il se disait je vais ouvrir à 155 et qu'il restait sur 155 à l'arraché, il aurait été obligé d'ouvrir à 190 à l'épaulé jeté, donc risque de bulle aussi, parce que c'est une charge lourde. Donc le staff a dit en fait on va ouvrir à 161, 184 ça devait être, si je dis pas de bêtises, et malheureusement c'est pas passé. Et ça doit être pareil pour Romain qui ne pouvait pas ouvrir plus bas. Parce que son total annoncé d'ouverture était trop haut. Et bon, va falloir qu'on en parle. Il y avait l'homme le plus fort du monde aussi. C'était présent à cette compétition. Il y avait l'achat. Et je crois savoir qu'il a bien performé. Ouais. C'était plus lourd aussi. Tu me dis si je me trompe, mais il a fait 250 à l'épaulé jeté en début de semaine là-bas. Et je pense que tout le monde s'attendait à ce qu'il fasse une plus grosse barre, non, à l'épaulé jeté. Pas forcément, parce que tout le monde En fait, il revenait de blessure. Au dernier championnat du monde à Bogota, il n'a pas été très bon. Il a gagné contre l'Alayan, l'Arménien, mais de très peu. En fait, il rate sa troisième barre à l'arraché. Donc, il finit sur la même barre que le deuxième, sauf qu'il a réalisé avant, donc il a pris la médaille d'or. Et à l'épaulé jeté, il rate sa première barre à 2,45. Pour ceux qui ne connaissent pas l'achat, parce qu'il y en a quand même, il a fait, tu peux rappeler ses barres, 222. 225, 267. 225, c'est pas 222 225, 267. Et c'est le seul mec qui a arraché. Je pense que les 20 plus gros arrachés, bon, allez, au moins 15 plus gros arrachés de tous les temps en compétition, c'est lui qui les a réalisés. Et pas en forme au dernier championnat du monde. On a cru que c'était la première fois depuis 2015 qu'il allait perdre. Et nous, quand on l'a vu en janvier, il pesait que 160 kilos. Donc, là, il a pris du poids, là, non? Il a repris du poids, il a repris 15 kilos. Ouais, parce que là, tu vois que c'est pas le. Elle a un beau bidon. Ouais, le machin est encore plus solide. Et en janvier, du coup, il n'était pas en forme encore. Et là, il est arrivé et on a interviewé, grâce à Maria, une adhérente de PowerCamp qui parle arménien, le coach arménien. On lui a demandé est-ce que. C'est pas un bastion de l'Est, la PowerCamp. Parce qu'il y a les Géorgiens, les Arméniens, les machins. Ils vont se demander ce qu'on fout. On a posé la question au coach est-ce que tu penses que l'Alayan, donc la star en Arménie, peut battre l'achat? Et il a dit s'il est en forme, vu comme il est en forme, là, dans le training hall, c'est pas possible qu'il le batte. Il a dit il pourrait le battre si jamais il avait le même niveau que. Je crois que j'ai envoyé des applaudissements dans le truc. Ouais. Je crois qu'il pourrait le battre. Il a dit il aurait pu le battre s'il avait le même niveau qu'au dernier championnat du monde. Par contre, impossible de le battre avec le niveau qu'il a actuellement. Et qu'est-ce que toi, tu as appris pendant ces championnats d'Europe qui pourront te servir pour tes programmations, etc. Ou qu'est-ce que tu as appris par rapport au fonctionnement de l'haltérophilie, que ce soit l'entraînement, la préparation mentale, physique? Est-ce qu'il y a vraiment des choses que tu as vues cette semaine, tu t'es dit putain, je pensais pas que ça se passait comme ça, ou est-ce que tu as eu des révélations sur des choses, ou alors t'as pas eu sur l'échauffement, justement voilà, je sais que tu as fait une vidéo là-dessus, par exemple, voilà, ce genre de choses là. Sur l'échauffement, tu as aperçu que quasiment en fait tous les athlètes de haut niveau, en fait, ils s'échauffent quasiment tous de la même manière. Il n'y avait pas beaucoup de foam roller et de pistolets de massage. Si on avait, c'était pour après la séance. Mais pour l'échauffement, effectivement, c'est les trucs qu'on fait en cours de PS, c'était que du dynamique. Et qui est sous-coté de plus en plus avec toutes les applications Go, etc. Mais au final, qui on va dire, qui est le plus efficient en termes de. En tout cas, c'est ce qu'ils font tous. Après, au niveau programmation, sur ce qu'on a vu, on peut pas. Il n'y a pas de recul. Il y a pas de. Ouais, c'est juste de la pré-compétition. Donc, j'ai juste pu voir justement que c'était un peu différent selon les pays. Après, par contre, quand on a discuté avec le coach italien, par exemple, le coach arménien, les vidéos sortiront ces prochaines semaines. On a eu quelques échantillons de ce qu'ils font sur leur programmation pour voir un peu ce qui se différencie. Et moi, ce qui m'a le plus étonné, c'est que de toutes les nations avec qui on a discuté, les programmations les plus difficiles à suivre, avec le plus gros volume, la plus grosse fréquence, donc fréquence c'est le nombre d'entraînements à la semaine, c'est celle des Français. Et ce que je comprends pas, parce que les Français... ils sont pas chauffés. En tout cas, justifie le fait qu'on fasse moins de médailles alors qu'on a des moyens que ces pays-là, en disant ces pays-là sont chargés et pas nous. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on fait des programmations d'entraînement qui sont plus difficiles à suivre que ces pays qui sont dits chargés? C'est normalement quand on est chargé, on peut plus s'entraîner. Est-ce que c'est pas l'erreur que font beaucoup en fait de sportifs qui se disent que plus j'en fais, en fait mieux c'est quoi? Oui, mais bon, normalement c'est des entraîneurs nationaux, donc ils savent très bien que c'est pas pas le cas. Une piste là-dessus? Je veux dire, est-ce que tu en as discuté avec eux? Est-ce que tu as une idée de pourquoi ils font comme ça? Est-ce que tu penses que ça peut quand même avoir des vertus dans certaines périodes? Voilà. Je pense que non. Je pense que c'est parce que pendant longtemps, on leur a dit que les Français faisaient pas assez de préparation physique. Donc là, maintenant, ils mettent 2 entraînements par jour. Un entraînement de prépa physique, un entraînement haltéro. Je pense qu'ils essayent de s'inspirer de ce que font les autres pays, alors que si on est logique et qu'on dit que les autres pays sont chargés, il ne faut pas s'inspirer de ce qu'ils font. Et je pense aussi que l'un des entraîneurs nationaux, qui est le meilleur athlète français qu'on ait eu en haltéro, qui a fait vice-champion olympique, Vence Dabaya, s'entraîner comme ça fonctionnait bien sur lui. Et je m'avance dessus parce que j'en ai pas discuté avec lui, mais je pense qu'il dit que vu que ça fonctionnait sur lui et sur certains de ses athlètes,
il se dit qu'il va l'imposer à tout le monde et que ça va fonctionner sur tout le monde. Ok. Et pour revenir sur le sujet des échauffements, alors le balistique, etc., moi je trouve ça super, j'en fais moi-même. Maintenant, il faut rappeler aussi que les mecs, ils n'ont pas besoin de s'échauffer. Quand ça fait 25 ans ou 20 ans que tu fais un sport, tu as moins besoin de t'échauffer, peut-être articulairement. Enfin, moi je sais que pour faire un handstand, je peux me lever en séminaire. En séminaire, littéralement, il peut être 9h du matin. Ça fait 1h30 que je suis réveillé. Je fais ma présentation de la journée, on fait la partie théorique et je me mets sur les mains et je tiens un handstand 30 secondes parce que c'est relatif de ton niveau et aussi de ton âge. Moi, par exemple, si je fais juste le balistique, bon là maintenant je peux plus trop faire, mais si je fais juste le balistique, si tu peux, c'est juste que je peux faire non, mais si je fais juste le balistique quand je faisais une séance d'haltéro pour faire de l'arraché, moi clairement je peux pas. Je suis obligé vraiment d'accentuer plus l'échauffement. Oui, tu es obligé de faire des étirements passifs pour tenir les positions. Même si tout le monde sait que le passif, il ne faut pas le faire avant une séance, si tu veux. Ça dépend des articulations. Tu vas faire les poignets, les chevilles sur du passif, oui. Mais j'ai dans la vidéo, et là, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire tout ça. Je dis que ça ne doit pas être le principal. C'est vrai que le dynamique. Et personnellement, pour mon cas particulier, si je fais un échauffement dynamique, je serai plus mobile à la fin de l'échauffement que si je fais un entraînement complet d'étirement passif. Oui, non, mais ça, sur moi, ça marche pas le passif. Mais après, ça dépend de la demande du sport aussi. Hein. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme quand tu vas faire du front squat. Si tu t'étires à fond les triceps et le grand dorsal, ça devrait pas trop te gêner si tu veux, pour faire du front squat derrière. Quoi. Après, l'échauffement, ça doit être spécifique aussi. Hein. Quand on propose une vidéo comme ça, tout le monde ne doit pas faire ça. Tu vois, l'exemple de Morgane qui est ici, qui a mal aux épaules, elle va passer plus de temps sur ses épaules que Camille. Et Camille, elle va devoir passer plus de temps sur son bassin et son dos parce que c'est ce qui merde pour elle. Donc, en fonction du profil de l'athlète, ils se connaissent. Et ils vont passer du temps sur les trucs qui... Oui, voilà. De toute façon, il n'y a pas de généralité qui marche pour tout le monde en disant ça, c'est la tous ceux qui regardent le podcast, si pendant un mois, tous les matins, quand vous vous levez, vous faites 10 minutes d'échauffement dynamique, où vous bougez articulairement, toutes les articulations, vous faites poignets, genoux, chevilles, hanches, épaules, coudes, vous faites ça tous les matins pendant 10 minutes, je peux vous assurer qu'à la fin du mois, vous vous sentirez mieux. Moi, je vais essayer quand je pourrai bouger mon bras. Enfin, Louis, il sait ce qui fait les séminaires avec moi. Quand je démarre mes séminaires, c'est la première chose que fait. On fait beaucoup d'échauffement dynamique et de balistique. Hein. Je démarre par ça parce que déjà c'est facile à mettre en place. C'est facile à mettre en place en plus. Tu n'as pas besoin de matériel, tu peux avoir tout le monde en cercle autour de toi. Ça fait monter le cardio. Ce qui est marrant, c'est que moi je me suis aperçu que sur les séminaires, quand je le fais, la majorité des gens ne font pas du tout ça. C'est-à-dire que c'est ce que je dis dans les vidéos. Les gens le font pas en tout cas. C'est que quand je donne les trucs à faire. Je leur fais faire des squats sautés, étirements balistiques sur adducteurs ischios, etc. Les gens le font très rarement. C'est pas un manque de sérieux parce que les gens ils viennent à la salle, ils ont leur GoWo de Rambo, n'importe quoi. Ils s'échauffent 45 minutes. C'est vrai que moi, les gens, quand je vois un crossfitter s'échauffer, je le vois plus à fixer un élastique au rack et se le passer à la hanche, se le passer à l'épaule et se mettre comme ça. C'est un peu la caricature que je me fais. Après, ce qui est bien aussi, parce que les gens font pas suffisamment de mobilité. En tout cas, moi, c'est mon expérience à travers ce que je vois à la salle et ce que j'ai pu voir dans les séminaires. Quand je coach les gens, c'est que je me rends compte qu'ils soit ils font pas de mobilité, soit ils sont pas assez mobiles. Donc en soi, démarrer par ça, des fois, c'est une manière aussi d'attaquer le problème de front. Et voilà, c'est juste qu'il faut pas, il faut tester plein de choses. De toute façon, l'échauffement, je pense, on en a déjà parlé plusieurs fois avec Louis. Pour nous, je le programme dans mes programmations parce que j'estime que c'est mon travail. Mais en soi, moi, ça me choque pas que quelqu'un le suive pas, quoi. Fais ce que tu veux. Ça te permet de te sentir bien. C'est bien d'avoir une trame quand tu sais pas du tout quoi faire, mais après, quand tu as un minimum d'autonomie, tu sais ce qui est bon, entre guillemets, pour toi, pour ton niveau et puis pour tes faiblesses. Et donc, Alors, pour la suite de ta question, au niveau organisation de l'événement, c'est plus ça qui a été vraiment intéressant pour nous, de voir les coulisses de l'organisation. C'est ça, on le voit pas. Sur les vidéos de ATG ou autres, on voit les lifts des athlètes, on voit les entraînements des athlètes. Par contre, on voit pas comment ils organisent l'événement. Et c'est inspirant, parce que nous qui avons... vous organisez une compète. On a la prétention d'essayer de faire une compétition qui va devenir de plus en plus costaud. L'organisation est monstrueuse. Ça veut dire que tu as l'allocation de l'espace, le fait qu'il y ait de la sécurité partout, le fait que tu aies... T'as beaucoup de staff ou pas, ouais. T'as un staff qui est énorme. Ouais. Surtout le dernier jour, il y avait le président. Combien de personnes à peu près ? T'as demandé un peu, t'as réussi à savoir. Alors justement, on va sans doute faire avec David Kipchidze, qui est le vice-président de l'EWF et qui était le responsable de l'organisation, un podcast à distance avec lui pour lui poser des questions sur l'organisation ces prochaines semaines. Donc on va voir avec ça, ce sera sans doute avec The Power Institute. Après, au niveau vraiment organisation de l'espace et comment c'était mis en place dans la salle, je vous invite à aller voir les vlogs qui sont sortis et qui vont sortir. Toujours sur The Power Institute d'ailleurs. Il y a présentation du plateau, de la zone de chauffe, les marshals, les personnes qui sont là pour faire la sécu, les personnes qui sont là pour faire les sons et lumières, donc qui sont embauchées par d'autres personnes. Il y avait un live qui était mis en place par Weightlifting House
Ça veut dire qu'il y a 3 ou 4 personnes qui sont responsables des différentes caméras de la télévision pour prendre les trucs. Sur le live, ils étaient 4 dessus, donc 2 commentateurs, un qui s'occupait du live Twitch pour répondre aux commentaires et une qui s'occupait de faire switcher les caméras, tous les trucs. Ça commence à devenir costaud quand même. Au niveau, il y a 3 Parce qu'à arbitres. la base, c'est quasiment que des médias amateurs en plus. Alors, ces médias-là. on en parlera après de la zone média, mais la plupart, c'est des gens qui sont. C'est qui plus bossent amateur, pour eux, non, quoi. je pense. Non, mais j'ai à la base. Oui, oui. Je dis c'est à la base, c'est des médias amateurs. Et c'est même pas qu'ils sont amateurs, c'est qu'ils ils ont leur passe média, mais ils ne bossent pas pour le WF. Ouais, voilà, tous les autres, tu as la table des marshals, la table du jury qui est là pour appuyer les arbitres, tu as les marshals, tu as les speakers, tu as tous les trucs, tu as un monde fou. Et ouais, tu disais que niveau matériel, ils étaient hautement équipés. Ouais, Plus que nous avec nos GH4. Alors, Non, mais faut pas dire ça. On a investi. C'est vrai qu'on a investi. Au Le niveau GH4, média, il est poubelle. Au niveau média, tu as tous ceux qui ont récupéré des passes médias, donc comme nous on avait, qui, donc je crois qu'il y a l'accès des zones qui va noter là-dessus. Donc 4 c'est médias, et là tu as l'accès. Donc Ouais, il se le la premier raconte. c'est l'espace d'entraînement et de C'est la compétition. règle de ouf. Deuxième c'est Je me pensais qu'il allait le mettre au coup, moi. Il allait démarrer comme ça. l'espace de contrôle antidopage. Après, il y a les sièges des délégations, donc c'est pour les VIP. Et le 4, du coup, c'est Media Room et Media Sitting, donc tout l'espace média. Et sur cet espace média, personne qui bosse pour la Fédé, c'est que des indépendants. Et c'est les noms que vous connaissez, ATG, au Grip, One Kilo, Et d'ailleurs, X je Media. trouve ça cool parce qu'ils ont été malins. Là. Je pense que la Fédé, ils se sont rendus compte qu'il y avait des passionnés qui ne faisaient pas partie de la Fédé ou qui n'étaient pas dans le circuit classique et qui mettaient en avant leur sport. Et plutôt que de les bloquer, ils leur ont facilité l'accès, comme à vous en fait. Ils vous ont facilité l'accès aux compétitions. Et moi, je trouve ça hyper malin, hyper intelligent. Oui. Après, tu as toujours eu dans les événements sportifs des médias, des espaces de presse. Donc Ouais. là, il y en avait un petit peu de la presse. Mais ce qui fonctionne aujourd'hui, maintenant, c'est les réseaux sociaux. Pas forcément les chaînes de télé. Donc les mecs qui sont là, c'est que des mecs qui postent sur Instagram et YouTube. Donc c'est des youtubeurs et des instagrammeurs qui sont là et qui vont promouvoir l'événement et promouvoir l'altéro en faisant les trucs. Et après, on a discuté un petit peu de comment ils gagnent leur vie, tous ces mecs-là. Et ça dépend. ATG, il gagne sa vie avec un Patreon. Donc sur son Patreon, en gros, il a des vidéos exclusives où il faut être abonné pour les voir. Et c'est des vidéos toujours sur le suivi de compétition, il y a de l'éducatif. Non, il en a fait un petit peu, il a Parce que fait des Patreon, espèces c'est de un média. documentaires. Ouais, parce que Patreon, c'est beaucoup pour les docus et pour l'éducatif. Non, la plupart du temps, c'est des sessions qu'il a filmées et certaines sessions sont mises sur Patreon, d'autres sur YouTube. Ok. Et ceux qui veulent tout voir s'inscrivent dessus. Et après, tu as ceux qui ont la double casquette média et e-commerce, comme au Grip. Et au Grip, ils vendent du merch. Donc tout le monde a déjà vu les t-shirts au Grip. Le Ça marche drapeau. bien. Les chaussettes au ça a Grip. marché, Lui, il quand marche bien. Il a des personnes qui bossent pour lui. Il nous a dit que lui, son voyage pour venir, ça lui coûtait quasiment 4000 balles. Il le rentabilise avec les ventes de merch ou autres. Et Weightlifting House, il fait venir 4 personnes. Donc 4 ou 5. Donc avec ces tarifs-là, Weightlifting House, c'est pareil. Il a la programmation Weightlifting AI. Donc pareil, c'est de l'intelligence artificielle. Il vend du merch, il vend de l'équipement. Donc un peu comme on fait avec The Power Institute. À côté, lui, il avait des ventes comme en pay-per-view sur le live. Les gens qui voulaient voir la compétition. Donc en France, Stylé. c'était pas accessible. Mais vu qu'il faisait les commentaires, il vendait. On lui a demandé, parce qu'il a dû payer pour faire le live et les commentaires. Il a dû payer les caméras, l'équipement, il a dû payer des droits d'entrée. Mais il nous a dit qu'il était rentable là-dessus, qu'il faisait de l'argent. Mais c'était un énorme travail pour lui, quoi. Ah, ça, c'est sûr que c'est éprouvant. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as envie de partager par rapport à cet événement? Je sais pas. Ou même par rapport à vos projets pour Institute, est-ce que vous avez pu rentrer en contact avec des gens? En gros, Est-ce que qu'est-ce que ça Clément- vous a apporté Est-ce que Clément était content d'interviewer Julien? Il l'a pas interviewé. C'était un peu compliqué, les Italiens, et la plupart C'est vrai parlaient pas anglais. Et elle a signé le t-shirt de Aimé pour Arthur, et il lui a posé juste une question sur son squat. C'est tout. Ouais, pour les mains ouvertes. Ouais, sinon on n'a pas trop discuté avec Julia. C'est laquelle la team avec laquelle vous avez le plus à... Alors, j'imagine forcément les Géorgiens, mais est-ce qu'il y a une team avec Les laquelle vous avez Géorgiens, bien parce que accroché les Géorgiens, ils nous connaissaient, donc ils venaient nous voir à chaque séance, et c'était hyper sympa. Clément est hyper bien accroché avec l'entraîneur italien. Donc il arrivait avec les questions posées en italien sur son téléphone et l'autre lui répondait. Il a son numéro d'ailleurs, donc on peut-être organiser des trucs, soit là-bas, soit ici avec eux. Ce serait le top. Et en fait, ça a bien accroché parce que la première fois, on a filmé, les micros n'ont pas fonctionné. Je crois qu'ils étaient branchés sur l'entrée casque et pas sur l'entrée micro. Ouais. Donc il est retourné, il a refait une deuxième interview, donc après, tous les jours, ils se voyaient. La Team France, on leur a demandé à les interviewer, mais c'était... J'ai même pas pensé à la Team France, tu vois, j'ai eu le réflexe. Quand on leur a demandé l'interview, c'était après le plateau des mecs, donc pas forcément top. Le président de la Fédé était hyper sympa, il venait nous voir, il discutait. C'est un nouveau, non? Nouveau président, ouais, qui était du club de Monteux, donc super Parce que sympa. paix à son âme, le précédent, il est décédé, c'est ça? Ouais, Guy Colère est décédé cette année, Paix à son enfin âme. l'année dernière. Et le président, par contre, ne voulait pas faire d'interview parce qu'il nous a dit qu'il pensait que ça allait pas forcément être intéressant pour les gens qui regardaient. Il nous a dit d'aller plus vers l'équipe terrain.
donc les coachs, le directeur de la performance. Et malheureusement, je pense que quand on leur a demandé, c'était après les 2 bulles sur le plateau, donc ils n'étaient pas forcément chauds pour répondre juste après. C'était pas la meilleure ambiance. Directeur de la performance après 2 bulles, alors c'est parce que comment la prépa, t'as pas envie d'en parler, quoi. Non, mais on aurait dû aller les voir directement avant ces plateaux-là, ou juste après le plateau de Marie-Jo, où il y avait 3 médailles d'or. Ça aurait été... Après, pour le coup, c'était difficile à anticiper, quoi. 100%. Et du coup, on a eu l'entraîneur arménien. On a discuté pas mal avec les Anglais, qui étaient super sympas aussi, sur leur modalité de sélection. Savoir un petit peu ce qui se faisait différemment en France. Les Anglais, ils ont fait une bonne compétition, non? Non? Ça va, c'est pas une grosse nation de l'haltéro, mais déjà, ils font médaille d'or à l'épaule jetée au total chez les super lourdes chez les filles. Voilà, c'est ça que j'ai vu passer. Après, non, ils n'ont pas fait beaucoup de médailles, mais c'est pas une grosse nation de l'haltéro non plus. Ok. Ben voilà, si t'as pas d'autres choses à dire, moi je... Mais sur les seuls autres trucs à dire, c'est que nous, on aimerait bien repartir à Riyad en septembre, donc en Arabie Saoudite, pour les championnats du monde. Et ce qui nous permet de financer ça, c'est les ventes sur The Power Institute. Donc dès que vous achetez t-shirt, casquette, pull ou autre, ça, on se le verse pas en salaire, mais par contre on le met de côté et ça nous paye les hôtels, les accès, les transports pour pouvoir aller faire des événements de ce type. Bah franchement, en plus vous avez envoyé parce que vous avez pas raté, enfin je dis vous avez pas raté de bar si vous avez raté des bars parce que déjà vous êtes arrivé pas dès le début, mais vous avez vraiment couvert l'événement de votre lieu une fois que vous avez été là-bas. Et moi qui suis pas un ultra fan d'haltéro, j'avoue que j'ai quand même suivi un petit peu. Et enfin, vous étiez proche du plateau, les images étaient de qualité, et puis surtout, on arrivait à suivre un petit peu le match quand même. Oui, parce il y avait quand même une mise en contexte, même pour les gens qui suivent sur Instagram, de comprendre qu'il y avait bataille entre telle et telle personne, etc. Ça, c'est le côté cool. C'était l'objectif, parce que si on balançait juste les bars... tu peux les avoir partout, en fait. Voilà, tu aurais pu faire Weightlifting House. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est faire une petite narration sur chaque plateau en disant, ce plateau-là, on a l'Arménien contre le Turc, donc c'est la guéguerre. Les Turcs, il faut savoir que vu qu'il y a la Turquie-Arménie, ça s'entend pas très bien. On n'a pas pu les filmer au training hall parce qu'ils y allaient tout seuls avec protection policière. Donc on n'avait pas le droit d'être dans le training hall en même temps. Personne n'avait le droit d'être en même temps qu'eux. Et c'est l'hôtel où étaient les Français. C'était pas la meilleure ambiance aussi parce que c'était l'hôtel où il y avait les Turcs. Donc il y avait plusieurs nations, mais du coup il y avait des flics partout. Et s'ils voulaient sortir en ville ou autre, il y avait des flics à chaque fois avec l'équipe turque. Wow. Je te dis, ils sont pas tendres. Il y a les Azeris qui ont sorti le drapeau Azeri pendant un truc de présentation. Il s'est fait cramer devant tout le monde, devant le public. Donc c'est un peu chaud. Du coup, les gens ils sont rentrés chez eux après. Les Azeris se sont barrés. Pourquoi ils font pas ça avec ceux qui font ça en France? Tu veux qu'on se fasse strike là? C'est qu'un petit privé la vidéo en plus. Pour ça? Ah ouais. Pourquoi? Bah ils strike les trucs comme ça. Mais j'ai rien dit. Oui, je sais. Parler des Bretons. Parler des Bretons. Les indépendantistes. Ouais, voilà, donc Riyad. Il s'est pas fait strike d'ailleurs le podcast de Trump. Je l'ai écouté. Pour l'instant. Lequel? J'ai pas écouté encore. Trump, il a ressorti un podcast avec Trump. Et d'ailleurs, j'ai appris, il dit dedans qu'il avait pour projet, il était en discussion avec Poutine pour dénucléariser. Je sais pas comment ça se dit, mais dénucléariser, ouais. Ouais, voilà. J'étais assez surpris. Bon, voilà. Dénucléariser quoi? Les États-Unis et Bah ouais, en gros, on a démantelé leur arme nucléaire. Bon voilà, sujet complètement rien à voir, mais... c'est un peu compliqué à faire, je pense aussi. Ouais, je pense aussi. Ouais. Il y en a qui regarderaient quand même de planquer. Ouais, c'est ça. C'est vraiment la douille. Allez, 1, 2, 3, on le fait ensemble. À 3, on saute. La pointe, elle va sauter, bah toi non plus. Voilà, mais si vous allez sur le YouTube The Power Institute, vous aurez des vlogs qui sortent encore. Donc moi, je suis en train d'en monter un. Il y a le 4e qui sort et je crois qu'on en a 6 au total. Donc ils vont sortir fin de semaine prochaine, je pense qu'ils seront tous sortis. Et puis nous, il y a un petit ralentissement sur... je commence à être stressé. Sur YouTube il y a un petit ralentissement de notre côté, vous inquiétez pas, nous on prépare plein de choses. Toi, t'en as plein qui arrivent là, c'est pour ça. Ce sera des vidéos tutoriels de gym, des grosses vidéos tutoriels pour vous aider à améliorer votre technique, que vous soyez en mesure de passer les mouvements ou pas d'ailleurs. Mois de mai, on fera à nouveau... Marin, à nouveau des vlogs de projet. Le projet. Entraînement de Jamel Debbouze. Entraînement de Jamel Debbouze, voilà, c'est ça. Je vais faire. Entraînement comme Jamel Debbouze. Je vais pas me faire strike. Je sais pas. Bah écoute, c'est bon pour moi. Je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter. Si, juste quand tu parlais des appareils, c'est vrai que nous on avait nos 2 petits trucs et quand dans l'espace média, tu vois que les mecs ils sont des... Il y a du pognon qui a été investi. Ouais. Tu sais, tu parlais de la tablette, avec les retours il y d'écran. avait un photographe principalement, enfin il y a plusieurs photographes, mais il y en a un qui faisait des photographies pour la presse de différents pays. Et il avait son appareil photo, comme un espèce d'iPad relié, donc en fait il avait le retour directement de l'image. Ils ont les trucs, c'est nous on était en manuel, eux ils ont le bouton pour envoyer à chaque fois sur les vidéos. Donc
Il y en a un moment qui a été impressionné, qui a dit mais comment vous faites parce qu'il voyait qu'après le lift qui passait sur le plateau, à chaque fois je regardais le lift au ralenti pour voir ce qui avait pu mal se passer techniquement, quel était le problème, s'il y avait vraiment tant de bras, s'il y avait un truc. Il dit mais comment vous faites pour avoir le retour aussi rapide ou autre? Je dis c'est parce que je suis à l'iPhone. Je suis à l'iPhone, ça va plus vite. Ah, tu filmes ton écran avec l'iPhone? Non, je filmais à l'iPhone. Ah, aussi en même temps. On était assez proches pour que ça fasse une belle qualité. Je filmais à l'iPhone et en même temps on filmait sur les deux appareils. Et pour regarder, par exemple, ils annonçaient le jury disait on revoit parce qu'il y a tant de bras. Je me mettais dessus, je regardais s'il y avait vraiment tant de bras, un truc. Et l'autre, il me regardait, il me dit mais comment vous faites pour avoir le retour aussi rapide? C'est quoi votre appareil? Ah, il pensait que t'avais balancé déjà le truc de ton appareil sur l'iPhone. Putain, moi j'ai un truc à 20 000 balles et lui, j'ai un truc encore plus futuriste. Qui est tout petit. C'est mon iPhone. Comme quoi, tu vois, il n'y a pas forcément besoin d'avoir toujours le matériel dernier cri. Il faut des fois être un peu plus malin et tu peux contourner un peu le truc, quoi. Sachant que sur une application comme Instagram, en plus. Quand tu as un iPhone 13 ou un truc tout neuf, la qualité du truc. Oui, Instagram compresse. C'est Instagram qui va limiter la qualité de ta vidéo, c'est pas ton appareil. Oui. Donc après, je peux vous montrer des vidéos qui ont été faites par 1kg ou autre, ça se voit que c'est pas un iPhone. Hein, mais... Oui, mais la plus-value est pas si énorme que ça. Oui, si vous voulez voir les plus belles vidéos, vous allez voir 1kg, Xmedia, il faut aller voir sur YouTube et pas sur Insta déjà. Oui. C'est pour ça que, encore une fois, nous, notre objectif, c'était pas ça. Le live, il était sur Weightlifting Heroes. Nous, on voulait proposer un contenu francophone. On voulait romancer un petit peu certains plateaux. On voulait donner d'autres infos extérieures. On s'est rendu compte qu'il y avait jamais justement des tours sur les coulisses d'une compétition. Donc, on s'est dit, c'est ce qu'on veut faire avec nos vlogs. Parce que comme ça, on a un truc exclusif et on se différencie en proposant ça. Ça marche. Et ben on se retrouve bientôt. Je sais pas ce que sera le thème. Peut-être ce sera pas. Sur les podcasts, on a quelques idées d'invités quand même. Toi, t'en as dégoté pas mal. J'ai pas eu encore son appel. J'espère qu'on va l'avoir bientôt. Je vais rappeler. Moi, j'ai proposé à Fred Marcellou qui regarde la plupart de nos podcasts. Donc, si jamais il est dispo à un moment, il viendra. Donc, c'est le préparateur physique de l'UBB. Je peux proposer aussi à Pierre. Hein, ouais. Et puis un médecin du sport. Un autre guest aussi. Oui. Ouais, lui, ouais. Et lui, on garde ça en surprise, on attend de confirmer un peu ça. Conor McGregor. Et on aura. C'est ce qui se rapproche le plus au niveau français. Hein. On aura Sean de Upside Strength aussi, qui s'occupe de tout ce qui est aérobie, etc. Et travaille sur les ergomètres. Tout ça va être super intéressant parce que c'est des sujets où, personnellement, en tout cas, pour ma part, je suis une grosse biloute. Donc, ça va être intéressant de partager avec lui là-dessus et ce sera en mai. Florent d'Horizon aussi qui m'a répondu positivement pour le podcast. C'est un bodybuilder c'est celui qui est à la tête de la société. Tu m'en avais parlé, c'est vrai. Qui a monté une société de compléments alimentaires, etc. Et qui est aussi un coach d'énormément de personnes. Les compléments alimentaires, c'est une industrie. Pas mal, ouais. Je suis sûr que c'est une industrie hyper intéressante. En plus, les compléments alimentaires, il y a beaucoup de. Demandez de nous envoyer ces canettes là qu'on les essaye pour voir si elles sont mieux que celles qu'on a. Ça marche. Et bon, on vous dit à bientôt. À bientôt. J'espère que l'épisode vous a plu. Et à très vite. Salut.